Je m'appelle John DeVore, conseiller principal avec l'Université de l'ONU à Tokyo. Je suis heureux d'être accompagné par Leslie Norton, directeur général pour l'aide humanitaire du ministère des Affaires internationales, Nick Harvey, coordinateur thématique du sommet. On a Nick Moyer et Leslie Norton. On a eu 2 bonnes journées de réflexion et de dialogue. On a souligné le fait qu'il y a d'immenses défis à relever. On a parlé du fait que nous ne faisons que commencer à ressentir l'impact du changement climatique. La situation va devenir de pire en pire et nous devons être prêts à faire face à ces défis. On a parlé du changement de la nature de la violence, des déplacements de population. Nous avons parlé d'autres tendances telles que l'urbanisation et l'impact sur notre réalité sur le terrain. Mais on a également parlé d'opportunités, d'innovations offertes par la technologie. On vient de parler de partenariat, pas seulement avec le secteur privé, mais entre nous. Nous avons également parlé des réponses intégrées et finalement du rôle de la recherche. Tout cela peut nous inspirer, nous motiver. Ça nous permet de relever ces défis et de répondre aux besoins. Alors, toute cette conversation, c'était intéressant. Mais que fait-on maintenant? Quelle est la prochaine étape? Une réponse, c'est qu'on peut travailler dans le sommet humanitaire, pas seulement de l'ONU, mais de ceux qui sont directement touchés par ces désastres. Quand Nick, moi-même et l'autre équipe qui planifiait cette deuxième conférence humanitaire réfléchissait à la première conférence et qu'on a planifié celle-ci, nous avons fait un plan intentionnel de nous relier à ce sommet humanitaire mondial. On ne parle pas uniquement ici de réunir le secteur humanitaire canadien pour savoir comment mieux faire les choses, mais nous voulons contribuer au système mondial pour être entendus. Alors ce panel va présenter certaines de vos réactions par voie du questionnaire. Nous allons essayer d'évaluer non seulement ce qui est dit, mais comment contourner ces barrières, et ça va être interactif. Je vais vous demander à vous de nous en parler. On va demander au panel ce qu'il pense de tout cela. Alors maintenant, permettez-moi de m'adresser à vos réponses au questionnaire. Je vais identifier seulement certaines des questions. La première que j'aimerais discuter en est une qui touche tout ce qui a été discuté dans cette conférence. La question était, pensez-vous que le système humanitaire aujourd'hui est bien équipé pour répondre aux besoins des personnes qui ont subi des désastres? 83% d'entre vous ont dit non. J'aimerais savoir qui ont ce 11% qui dit oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Ah, ils sont partis plus tôt? Alors, Anthony, toi, comment as-tu répondu? Tu as dit non? Oui, utilise ton micro. Et dis-moi pourquoi tu crois qu'on est mal préparé. Andrew John, je n'ai pas préparé mon texte pour cette réponse. Beaucoup de ces éléments sont explorés dans les questions supplémentaires au niveau du financement, la coordination du travail, l'évolution des crises.
Et nous avons un modèle qui est basé sur un vieux paradigme. Et il faut développer de nouveaux paradigmes. On est beaucoup plus sensible du besoin d'être imputable vis-à-vis des personnes touchées par ces crises. Je n'ai pas vu cela comme étant une condamnation du travail qui se fait maintenant, mais d'un appel à l'innovation. Mais il y a un consensus à l'effet qu'on est au bord de l'abysse, qu'on doit changer les choses. Est-ce que vous avez des suggestions concrètes pour nous aider à être mieux préparés? Santiago. Merci. Je crois qu'on a mentionné certaines suggestions, certaines des leçons tirées des années antérieures, permettant l'amélioration des interventions. C'est la question des grappes onusiennes. C'est une question de partenariat. Comment travailler ensemble? Comment créer des normes pour nous permettre de faire un meilleur travail? Et je crois que certaines de ces leçons peuvent être apportées à d'autres partenariats. Nous devons également mieux engager le public. La défense des droits pour forcer les gouvernements à prendre des décisions, pour engager les communautés, pour les impliquer. Un bon exemple de la question métropolitaine, c'est d'apporter des réalités d'une partie de la planète au Canada. Alors, les Canadiens se sentent plus touchés par ce qui se passe dans ces communautés qui ont subi des désastres. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est pas des questions techniques. Ce n'est pas de la quincaillerie. On sait comment faire l'intervention. On le fait de mieux en mieux. Les communautés savent comment le faire. Ils réagissent encore plus vite que nous. Mais l'important, c'est le partenariat. Comment travailler ensemble. Très bien, merci. Toi, Nick, Harvey. Est-ce que ces résultats sont les mêmes que vous voyez ailleurs? Oui. Il y a un sentiment, comme vous l'avez présenté au début, du fait qu'il y a une surchauffe du système. Par exemple, les questions présentées par Vallaremo ce matin concernant les différents défis financiers et autres. Nous voyons également différents éléments, différentes recommandations qui ont été poussées par voie des consultations régionales. Dans cette séance, nous parlons des solutions et des enjeux, mais un élément clé, identifié dans les 3 consultations régionales, c'est d'identifier les besoins dans les différents contextes. Cela peut varier. Un élément important, c'est d'avoir une réponse locale. Comment accélérer cela? Et il y a eu des suggestions, par exemple, des mécanismes de finances régionales locales pour donner plus de force à certains organismes et d'améliorer les compétences dans les régions pour qu'ils aient les compétences nécessaires au niveau régional et des compétences nationales qui peuvent être utilisées dans les régions. Alors, comment créer des mécanismes pour engager le secteur privé, surtout au niveau local, dans des cas de désastres et de risques élevés. On doit se demander également comment adapter les mécanismes de coordination pour qu'ils appuient les gouvernements nationaux et régionaux au lieu de créer des systèmes parallèles. Bien sûr, tout dépend du contexte. Et finalement, les finances de préparation. Comment s'assurer qu'il y ait un plus grand investissement?
Bien sûr, les groupes humanitaires ont un rôle, mais comment la communauté du changement climatique peut-elle travailler avec les gouvernements pour améliorer cette capacité? Leslie, c'est à vous maintenant. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation et dans l'affirmative, que faut-il faire d'après vous? À première vue, je dirais que le système est suffisamment bien équipé pour le moment, mais quand on regarde l'intervention face à l'Ebola, je pense qu'il y a un énorme écart. Il y a 350 travailleurs sanitaires qu'il faut en plus pour intervenir face à l'Ebola. Donc, je pense qu'on doit définir le mot adéquat ou suffisant. Donc, il y a différents éléments, le financement, l'effectif, etc. Je pense que les outils sont suffisants ou adéquats, mais est-ce qu'on s'en sert de manière adéquate? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut créer les outils? Est-ce qu'on créerait ces mêmes outils s'ils n'existaient pas? Moi, je dirais que oui. Il y a un ami qui m'a fait jouer à Battlestar Galactica. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la première scène de ce film et la dernière scène aussi montre le même monde dans une galaxie différente. Donc, il y a la ville de New York et le monde est complètement détruit. Et à la fin, dans une autre galaxie, c'est la même réalité. Moi, je pense qu'on aurait exactement la même réalité si on devait recréer l'architecture actuelle dans le domaine humanitaire. En même temps, je me rends compte qu'il y a des rajustements qui s'imposent. Et si je parle de rajustement, c'est parce que mon père est chiro. Mais du côté des ressources humaines et en matière de leadership, et j'en parlais avec Valerie tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de défis à relever. Mais je me demande si on ne demande pas trop à votre secteur. Cette année a été sans précédent. Alors, qu'est-ce qu'on peut continuer à demander à votre secteur? On demande au secteur aussi de favoriser la résilience. On essaie de combler toutes sortes de lacunes. On doit se préparer. On essaie de réduire le nombre de catastrophes. Et même si on essaie de s'assurer que c'est davantage la responsabilité du secteur du développement, c'est quand même beaucoup. Et bien sûr, le financement est exceptionnel. 200 millions de dollars en une année, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus aux donateurs? Alors, je suis d'accord avec ce que les gens ont dit dans le sondage, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à analyser parce qu'il y a beaucoup de positifs. Et je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nick Moyer. Quelles adaptations, quelles innovations proposez-vous? J'aimerais me faire l'écho de certaines choses qui ont été dites, mais je pense qu'il faut comprendre ce que ces votes positifs signifient. Il n'y a jamais eu autant de capacités mondiales en matière d'intervention. Et ce que j'ai trouvé intéressant ces derniers jours, c'était d'observer le consensus concernant notre capacité d'intervention face aux catastrophes naturelles. Bien sûr, il y a des améliorations qui peuvent toujours s'imposer, mais bien des cas, on parle de conflits de longue durée et on peut se demander si notre système est bien adapté à ce type de situation. Si c'est ce à quoi les gens songent, notamment au cours de la dernière année avec les conflits qu'on a vus ici et là, bien sûr, la réponse est non. Et je pense qu'en fait, notre système n'est pas conçu pour cela. Et il y a des conclusions très intéressantes auxquelles il faut réfléchir pour ce qui est des interventions de courte durée et les interventions de longue durée. Peut-être que les mécanismes de financement actuels ne sont pas appropriés pour nous et pour les autres. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument examiner de plus près. Et je sais qu'on va parler des principes humanitaires un peu plus tard, mais je pense qu'on doit recentrer notre action sur ces principes afin de préserver un espace pour l'intervention dans les situations les plus difficiles.
Donc, c'est une question très importante. The humanitarian. Bon, très bien. Parlons maintenant des principes humanitaires. Ça, c'est la question suivante. So the question here was, Alors, croyez-vous que les 4 principes humanitaires de base, l'humanité, l'indépendance, l'impartialité et la neutralité, sont bien compris et priorisés par les praticiens et les décideurs? Et encore une fois, comme vous venez de le dire, Nick, la majorité des gens ici présents ne pensent pas qu'ils sont ni bien compris ni priorisés. Peut-être que vous pourriez parler un peu de ça. is that okay? Est-ce que ça va? There are instances Y a-t-il des situations où il serait acceptable d'accepter des principes par rapport, des compromis par rapport à ces principes? Bonne question. Je suis impressionné par le nombre de votes positifs concernant cette question parce que je ne suis pas convaincu que tous répondraient de la même façon à cette question. Mais en même temps, je pense qu'il existe un sentiment, et plusieurs personnes l'ont exprimé, le sentiment, dis-je, qu'il convient de nous rappeler ces principes afin de définir notre accès aux régions les plus éculées ou difficiles à atteindre. Et ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement, parce qu'il y a tellement d'éléments qui sous-tendent ces principes que nous devons nous rappeler. Et je rejoins ce que disait Leslie concernant nos conversations avec les gens en République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'on peut ouvrir ce dialogue? Et nous assistons également à la politisation de l'aide, ce qui crée plus de pression politique sur nous. On voit cela en Irak du Nord. Il y a plein de défis auxquels nous sommes confrontés en matière d'intervention humanitaire et militaire. Est-ce qu'on insiste suffisamment sur nos principes? Moi, je ne crois pas. Je trouve fascinant l'idée qu'on revienne sur certains des concepts de neutralité. Je ne sais pas si on doit les réexaminer nécessairement, mais c'est Happ et d'autres qui en ont parlé. Il y a des éléments de la neutralité qui sont importants, la capacité de dire ce qu'on a à dire. Et je pense qu'on doit se demander si nous, en tant qu'organisme, nous acceptons pleinement tous ces principes. Leslie, over to you, perhaps. Leslie, à vous. Comme Valerie Amos l'a dit ce matin, de plus en plus, le travail humanitaire est politisé et les pressions augmentent. Et je ne pense pas qu'elles vont aller en diminuant. Quelle stratégie avez-vous réussi à employer? Stratégies dont vous êtes au courant qui vont nous permettre de sauvegarder l'espace humanitaire. Et dans le même ordre d'idées, qu'est-ce qu'on peut apporter au sommet humanitaire mondial? Encore une fois, en vue de rectifier le message qui émane de ces réponses. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a probablement 10 doctorants qui travaillent sur cette question. Alors, moi, je vais essayer de vous répondre en quelques phrases. Moi, je me demande si la politisation est plus intense maintenant qu'elle ne l'était à l'époque où on était en Afghanistan. Et je pose la question parce que pour chaque cycle quinquennal, il y a toujours une urgence politisée qui émerge. Et je ne sais pas si c'est davantage le cas aujourd'hui qu'avant. Par exemple, par rapport à il y a une dizaine d'années. Nous avons besoin de praticiens qui comprennent très bien les principes humanitaires et qui sachent les prioriser. Parce que le gouvernement n'est pas neutre. Il n'est pas normal que le gouvernement soit neutre. Mais à une époque où la politisation est éventuellement en hausse,
notre financement au CRDI n'a jamais été plus élevé. Et ça, c'est une observation intéressante. Je pense qu'il y a une leçon que j'ai tirée de mes expériences de la dernière année, c'est que quand nos partenaires peuvent arriver sur place et nous dire pourquoi ces principes comptent, au lieu de nous dire ces principes sont importants, en raison de la différence que ça peut faire sur le terrain, en raison de l'accès que ça peut vous fournir aux bénéficiaires, je pense que ça peut influencer les décisions parce qu'à ce moment-là, ça devient extrêmement concret. Alors, voilà le défi que je vous lance. Vous devez toujours être prêt à expliquer pourquoi ces principes comptent et pas uniquement que les principes comptent. Justement, on va relever le défi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seriez en mesure de nous décrire une situation où ils ont utilisé ces principes et de quelle façon ils ont façonné leur travail? Everybody, show your hands. Ne levez pas la main tous en même temps. See. Jessie. That's cruel. Well, I am a big believer. Moi, je crois fermement à l'importance des principes et à la nécessité d'en parler par rapport à l'accès, parce qu'il n'existe pas juste pour des raisons morales. C'est pour nous permettre d'avoir accès en toute sécurité aux personnes qui ont besoin de nous, parce qu'on veut être distingué des acteurs armés. Donc, on veut être considéré comme des personnes neutres et impartiales, et on veut qu'on soit vu comme tel. Nous avons travaillé très fort dans ce domaine, et quand je travaillais au Pakistan, l'armée pakistanaise voulait nous offrir des escortes pour assurer notre sécurité, pour de très bonnes raisons. Et ils voulaient qu'on soit en sécurité. Ils trouvaient qu'on était dingue de vouloir aller ici et là en voulant être distingué et distinct dans notre façon d'assurer de l'aide. Mais quand on leur a expliqué, quand on leur a parlé du fait qu'on voulait être en mesure d'avoir accès aux collectivités en sécurité et qu'on voulait être considérés comme des acteurs civils seulement, c'était une discussion qui était bien comprise. Alors, je pense que ça fait une énorme différence. This is a very interesting point. Ça, c'est un argument très intéressant parce que la prochaine question nous amène à approfondir encore plus la question de l'impartialité. Donc, voilà la question. On vous a demandé si ou dans quelle mesure ou vers quoi les efforts humanitaires devraient être consacrés pour mieux répondre aux besoins des personnes touchées par les crises. Et vous avez surtout dit qu'il faut renforcer les capacités locales. Mais quand on parle de neutralité, d'impartialité et des principes humanitaires et qu'on essaie d'évoquer des solutions, quand on nous dit que cette réponse ou que cette solution est surtout locale, eh bien, force est de constater que cela suppose un certain nombre de contraintes également. Maintenant, je m'adresse à vous, Nick Harvey. La question clé n'est pas d'être d'accord ou non avec les réponses. Je pense que, en général, cela coïncide avec ce que vous avez entendu lors des consultations régionales, la nécessité d'insister sur la résilience, etc., la localisation. Mais comment est-ce qu'on peut y parvenir? Quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de renforcer les capacités sur le terrain, d'un point de vue humanitaire, pas nécessairement d'un point de vue de développement? Great, thanks. Merci. And I agree with. Je suis d'accord avec ce que les gens ont dit pour la plupart. On the answer there, I think strengthening capacity. Renforcer les capacités d'acteurs locaux et de gouvernements locaux est une grande priorité qui ressort des consultations régionales et je pense qu'on doit s'interroger sur le rôle du secteur privé dans ce contexte aussi. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours. Mais pour en revenir à votre question, si
vous regardez les réponses du deuxième échelon concernant les liens avec le monde commercial et la nécessité d'axer notre action davantage sur la préparation, etc., eh bien, je dirais que nous devons nous demander dans quelle mesure il y a un risque que les acteurs humanitaires assument de plus en plus de responsabilités en matière de développement, alors que ces responsabilités ne relèvent pas d'eux. Alors, je pense qu'il faut faire attention, surtout dans un contexte où il existe tellement de pression et où les ressources sont forcément limitées. Cela suppose plus de discipline quant à notre façon de mobiliser les gens et quelles sont les limites. Alors, l'une des questions clés qu'on est en train d'explorer concerne la préparation et dans quelle mesure on peut améliorer le financement de l'action humanitaire tout en ayant une idée bien claire des rôles et des responsabilités de la communauté du changement climatique et du développement. Donc, est-ce qu'on peut prévoir une planification à plus long terme dans certains pays en ayant une analyse commune de la nature des risques pour que tous les acteurs comprennent les risques auxquels ils sont confrontés face au gouvernement, et ensuite essayer de déterminer quels sont les rôles et les responsabilités des uns et des autres à différents paliers de gouvernement afin de garantir que les gens peuvent plus facilement réagir. Alors, voilà quelques-uns des dilemmes qu'on est en train d'explorer de façon à élaborer de bonnes solutions. Bon, maintenant, je m'adresse à l'auditoire. Il y a aussi des organismes qui ont un double mandat. Et peut-être que ces organismes ont des solutions à nous proposer. Gillian, vous êtes chargé d'un organisme à double mandat. Quelles approches avez-vous adoptées face à cela? Améliorer la préparation de façon significative. Well, fortunately, we have access. Heureusement, nous avons accès à des présidents de pays dans plusieurs régions et dans bon nombre de ces pays, nous insistons sur la préparation, même si ce sont des projets de développement de plus longue durée. Donc, nous avons des processus EPP. Nous allons voir les équipes sur place pour travailler avec elles et peut-être que eux, ils estiment que ce n'est pas nécessaire, mais en fin de compte, quand ils font face à une urgence, ils comprennent à quel point ces éléments sont essentiels. Donc, activement et de manière pratique, nous travaillons avec les partenaires régionaux et locaux pour qu'ils soient bien préparés. Je sais que Nick, vous avez un avion à prendre, alors je tiens à vous remercier de votre présence ici à la conférence humanitaire canadienne. Nous espérons que les activités pendant ces 2 jours, les discussions, etc., vont continuer à alimenter votre réflexion au sujet du sommet. Mais j'ai une dernière question à vous poser, si vous me permettez. Donc, nous passons à l'acétate suivant, qui concerne la réduction de la vulnérabilité et la gestion des risques. Et la question était celle-ci. Qu'est-ce qui augmente le plus le risque de catastrophe dans les pays en développement? Et la réponse ici était quand même assez intéressante. Et cela nous permet de constater que les agences humanitaires sont trop réactives et pas assez proactives. Et c'est en rapport avec la question de la préparation dont on vient de parler. Et qu'est-ce que cela signifie, notamment pour le sommet? Quel message en découle? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Bon, d'une certaine manière, je dirais que c'est un peu semblable à la question précédente. Moi, je suis dans le camp A, si vous voulez, parce que j'estime que la gouvernance est une question fondamentale pour ce qui est de
d'accroître le risque de catastrophe dans les pays en développement. Et c'est une question de base sur laquelle on doit se pencher. En d'autres termes, nous devons établir les limites de l'action humanitaire et bien définir le rôle des acteurs humanitaires dans ces environnements, au lieu d'essayer d'absorber de plus en plus de responsabilités. Et je pense que cela a été répété à plusieurs reprises ces derniers jours. Au fond, le monde humanitaire s'est élargi dans bien des domaines, a pris énormément d'expansion en englobant de plus en plus d'activités. Et si ça continue, cela va créer plus de pression sur les acteurs humanitaires. Et d'une certaine manière, je pense que maintenant, il faudrait que le système se rétrécisse et se penche sur les missions les plus critiques, c'est-à-dire dans les zones de conflit où la population est en choc à la suite d'une catastrophe. Je suis désolée d'avoir à vous quitter, mais je tiens à vous remercier tous d'avoir participé à cette conférence et je suis bien heureux d'avoir profité de votre analyse des liens entre tous ces éléments. J'espère que vous allez continuer à participer activement à tout ce processus. Et bien sûr, il va y avoir les rencontres régionales à Budapest en février, mais j'espère que vous allez continuer à suivre de très près notre parcours au cours des prochaines années et que vous n'allez pas perdre la connexion avec ce que l'on fait maintenant. We will continue a few. Nous allons continuer encore quelques minutes, peut-être 10 minutes, pour mettre en vedette les réponses à d'autres questions. Mais là-dessus, je vais vous poser une question, Nick, de but en blanc. Est-ce que nous permettons à la communauté du développement de se croiser les bras, puisque les pressions sont tellement énormes sur le secteur humanitaire pour ce qui est de trouver des solutions à plus long terme? D'une certaine manière, c'est la même communauté et je pense qu'il faut en être conscient. Mais je pense qu'il y a un problème grave en ce sens que nous assistons à des crises graves qui requièrent des solutions de plus longue durée et elles sont inexistantes. Les gouvernements, les agences humanitaires essaient de combler le vide, mais cela ne marche pas toujours. Et Valerie Amos disait ce matin, on a vu ça dans les rapports GHA, l'aide humanitaire est surtout accordée aux pays, au même pays depuis des années. Donc, on parle d'une utilisation de courte durée pour des problèmes qui sont de longue durée et qu'on n'arrive pas à régler. Mais c'est une question intéressante. Et bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont la question est formulée parce que ce qui augmente le risque de crise, ce n'est pas l'approche réactive des organismes. Je pense que leur vulnérabilité est liée à bien d'autres choses. Comme le disait Nick Harvey, il y a des problèmes de gouvernance et il y a aussi la question des tendances climatiques qui influencent la vulnérabilité des États. Et ce que je trouve fascinant, c'est que nous participons à toute une réflexion au sein du secteur. Il y a la marche de Sendai et il y a le sommet humanitaire mondial. Et il faut établir les liens entre toutes ces activités et tous ces éléments. Je pense qu'il faut s'assurer que ces liens existent. Mais en même temps, il faut comprendre que l'humanitarisme ne constitue pas une solution pour toutes les solutions. Il y a certaines limites. Dans certains cas, les limites sont claires, dans d'autres, non. Donc, parlons de deux autres réponses de la part des participants.
Et je passe dans une autre catégorie, c'est-à-dire la transformation par l'entremise de l'innovation. Alors voici la question. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de tolérance pour la possibilité de risques et d'échecs, notamment d'ordre financier, dans le cadre d'innovation humanitaire, à condition que l'on respecte les 4 principes de l'humanitarisme? Et tout à l'heure, quand on parlait de technologie lors de séances précédentes, il y a eu l'exemple de la médecine. Ils ont le droit d'échouer 99 fois parce que s'ils réussissent une fois, c'est déjà énorme. Steve Jobs a réinventé le iPhone combien de fois et combien de milliards de dollars ont été investis dans ce type d'innovation? C'est ça la réalité. Avant qu'on arrive à créer quelque chose qui soit un succès. Leslie, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on devrait tolérer davantage de risques? Je pense qu'il faut bien comprendre la nature des risques qu'on accepte d'assumer. À la réunion des chefs d'agence l'autre jour, on m'a demandé de parler de responsabilisation, notamment vis-à-vis des contribuables. Et en tant que fonctionnaire, nous avons cette responsabilité-là. Mais quand vous demandez quel type de risque on doit être prêt à assumer, encore une fois, je pense qu'il faut approfondir la question. Dans le secteur humanitaire, nous avons énormément de souplesse pour ce qui est de partager les risques. Vous n'êtes peut-être pas du même avis, mais moi, je pense qu'on a quand même beaucoup d'espace pour partager les risques. Ce qu'on n'a pas, ou là où on n'a pas d'espace pour partager les risques, c'est du côté de la gestion financière. Bon, vous savez tous que nous avons des procédures très strictes, comme vous d'ailleurs. Et je pense que c'est là qu'on peut se mettre d'accord. Alors vous avez besoin de systèmes très robustes pour nous montrer que vous êtes en mesure de livrer la marchandise et que vos mécanismes financiers vont vous permettre d'obtenir les résultats escomptés. Mais de notre côté, nous sommes tout à fait prêts à tolérer des risques. L'an dernier, nous avons dépensé presque 770 millions de dollars pour l'aide humanitaire dans plusieurs zones de conflit où les risques sont extrêmement élevés pour vos organismes. Nous n'aurions jamais pu faire cela si on n'avait pas eu pas mal d'espace, pas mal de possibilités de partager les risques. Mais là où on ne peut pas vraiment partager les risques, ou disons tolérance zéro, c'est si on apprenait qu'il y avait un problème et on lisait ça dans le journal avant que vous nous le disiez directement. Donc il y a beaucoup d'espace et avec WFP, nous avons partagé certains risques dans le cadre de plusieurs initiatives et cela a été couronné de succès. Par rapport aux grands conflits, là aussi, on partage les risques, mais pour cela, il faut qu'on puisse parler avec vous pour qu'on sache s'il existe de nouveaux risques et s'il va y avoir des échecs, il faut qu'on le sache pour qu'on soit en mesure de le dire à ceux qui ont besoin de le savoir, pour qu'ils puissent réagir en cas de question. Nick, qu'en pensez-vous? Le risque est une question fascinante. Et je dois dire que je suis d'accord avec Leslie. Dans notre monde des organismes à but non lucratif, les organismes, les acteurs sont prêts à prendre des risques, à mettre leur vie en danger. Et c'est significatif, pas seulement au niveau individuel, mais au niveau institutionnel. On envoie des gens dans des zones de conflit en Afrique occidentale, mais ce qui compte pour notre secteur, c'est pas uniquement notre relation avec le gouvernement, c'est qu'on n'aime pas le risque. J'aime bien le travail de Dan Pallotta. Je ne sais pas si vous avez suivi son travail et ses analyses. Si vous voulez savoir pourquoi on a des problèmes et pourquoi on n'a pas réussi à régler les problèmes du monde en tant qu'organisme de bienfaisance, lisez ce qu'il a écrit.
On a des problèmes en ce qui concerne notre structure. On n'est pas en mesure d'assumer les risques et on n'est pas prêt à accepter d'échouer. Et je pense qu'en tant qu'organisme, on a des budgets limités, mais on peut assumer des risques. Et on n'a pas nécessairement d'avoir l'appui d'un donateur particulier pour le faire. Je pense que ça fait partie de notre ADN. Et donc, il faut essayer de contourner ce constat, cet obstacle et récompenser l'innovation. Un peu comme le programme de Deloitte. Voilà ce qu'il nous faut. Il faut qu'on cautionne l'innovation. Bien, je vous ai menti. Je ne vais pas vous présenter la prochaine question. Le temps est épuisé. Mais sur la question de risque, nous avons beaucoup parlé de l'importance de la confiance, de créer des liens. Nous avons parlé de communauté, de l'apprentissage commun. Tout cela est relié au dialogue, de connaître les risques conjointement, évaluer ces risques et trouver des solutions. Alors, cette conférence est un bon début. On est tous dans le même bateau. Mais il est très important d'engager les personnes au niveau local qui affrontent ces risques. Alors, je vous remercie, membres du panel, membres dans la salle et les millions en ligne. On a quelques commentaires liminaires. Mais merci d'être venu nous voir pour cette deuxième conférence communautaire canadienne. Continuez le débat. Il y a beaucoup d'idées à développer pour le sommet mondial et le besoin est très grand. Merci. I'm not going very far. So I'm not sure which microphones work. I'm wired in all over the place. Je ne suis pas allé très loin. Au programme, Rosemary McCartney devait faire les commentaires de fin de séance, mais elle a dû nous quitter. Alors, j'aimerais dire quelques mots. Je vais me limiter dans mes commentaires parce que au début, j'ai probablement trop parlé. Merci de votre participation, ça a été formidable. J'ai été très impressionné par le niveau du débat. Je me disais que notre communauté avait ce qu'il fallait, que le Canada avait ce qu'il fallait, et c'était vrai. Mais on a parlé de tellement de sujets dont j'aimerais continuer à discuter, j'aimerais qu'on ait plus de rencontres. Mais il y a 4 points que je voulais souligner. On a beaucoup parlé de notre système. Quel est notre système? On a des défis sans précédent, nous le savons tous. Cela vient dans tellement de formes au niveau de l'urbanisation, l'augmentation de la vulnérabilité, le changement climatique. On en a beaucoup parlé, mais tout cela a été relié à des conversations sur le progrès, le changement, l'innovation. On a parlé de comment soutenir la capacité locale. Et nous avons parlé de la complexité grandissante, de la connectivité. Et cela pose des questions concernant quel doit être notre rôle. L'innovation, c'est un mot important. Mais ce qui m'a frappé, c'est les idées que j'ai entendues. Il y a de vraies perles ici concernant le sens de l'innovation au niveau de l'institution. Comment peut-on accepter de petits risques qu'on peut gérer? Pour moi, tout cela est relié à notre communauté. C'est mon deuxième point. Nous avons maintenant réussi à organiser une deuxième conférence sur les questions humanitaires au Canada. J'espère qu'il y aura une troisième conférence. Je ne peux pas vous dire où ou quand. Et cela est relié à un autre point. Remplissez vos questionnaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette conférence. Ça nous permettra d'améliorer notre travail à l'avenir. On a besoin de liens, et François Audel l'a dit ce matin, ce n'est pas uniquement une question de ces conférences, c'est une question de coalition. C'est pas seulement les grands joueurs,
mais c'est chacun d'entre vous, vous avez des points à soumettre, initier des conversations. Si vous invitez les gens, ils viendront. Notre communauté est forte, elle est grandissante. Nous continuons à créer ces liens, et ça, c'est mon deuxième point. Mais au cœur de tout, il y a les principes que nous tenons à cœur. Nous devons déballer nos principes. J'aime l'idée d'en parler avec les décideurs et entre nous. Nous luttons avec ces concepts de réduction du risque dans le cas de désastres, développement à long terme, alleviation de la pauvreté. Mais comment ces acteurs et ces principes sont-ils reliés à cela? Comment peut-on les protéger? Ce qui m'amène à la question de l'augmentation de l'engagement. Claude Brudeline a dit quelque chose hier. Il a parlé du fait qu'une nouvelle génération doit saisir nos principes. En regardant le génocide du Rwanda, j'étais adolescent. Alors, est-ce que la question du changement entre générations résonne en moi? La raison de cette résonance n'est pas importante, mais nous devons nous demander comment relever ces défis de l'avenir, du point de vue de l'avenir. Voici le monde que je recherche, le monde que vous voulez. On en fait partie. Alors, en conclusion, rien de cela ne sera possible sans l'appui de nos bénévoles et de nos partenaires. OCA et CRDI et la Fondation Aga Khan et les membres de la coalition. Je regrette, je perds ma voix. Mais j'aimerais remercier beaucoup de personnes, mais Ginette Gaudreau, que vous connaissez tous, tout le monde ici a été en contact avec Ginette. Elle a eu son doigt sur tout et le succès est dû à son bon travail. Merci beaucoup. Je vais remettre la parole à Khalil, qui vous a souhaité la bienvenue. Il dira quelques mots de fin de séance. Merci, Nick. Moi, j'aimerais remercier le petit nombre qui est resté jusqu'à la fin. Vous serez récompensé par un dernier discours. Alors, j'aimerais remercier certaines personnes. J'aimerais remercier les participants qui sont joints à nous de partout au monde, mais vos collègues également. Merci. Les résultats et l'impact de notre temps ensemble sera mesuré dans une façon améliorée de réfléchir à la situation, à une amélioration du terrain et une réduction de la souffrance. J'espère que vous engagerez tous à agir à la fin de cette conférence. J'espère que vous avez rencontré de nouveaux partenaires, de nouvelles façons de réfléchir à ce que vous faites. J'espère que vous avez identifié les changements que vous voulez incorporer dans votre travail. Cela sera le plus grand témoignage. On a eu le grand privilège d'avoir des panélistes et des conférenciers formidables, le ministre Paradis, les représentants du sommet humanitaire mondial, d'autres personnes du pays et du monde. On les remercie tous. Nick a parlé des co-commanditaires, la coalition, ministère des Affaires étrangères, CRDI. Nous avons eu un comité du programme formidable qui a travaillé depuis plusieurs mois. Et Nick, on vous doit notre gratitude. Vous avez été la force qui a réuni toutes ces personnes et toute cette activité. Plusieurs personnes ont été impliquées au niveau logistique et nous leur sommes très reconnaissants, y compris les interprètes qui ont été cachés dans leur petite cabine, mais ils pourront interpréter cela et se remercier. Je ne sais pas si le code de comportement des interprètes le permet, mais je les encourage à se remercier dans la cabine.
Ceci a été un événement qui a rejoint tous les Canadiens, quelle que soit leur langue de choix. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des volontaires, des bénévoles. Alors, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont participé à cet événement. Dans cet espace, on reçoit beaucoup de personnes et comme vous, notre travail est basé sur le bon travail des bénévoles, dont la passion et le travail est une inspiration pour nous tous. Alors, il faudrait remercier tous les bénévoles. Et il y a un groupe de personnes du personnel que je ne vais pas nommer, mais j'aimerais les remercier également de leur très bon travail dans la réalisation de cette conférence. Alors, j'espère que vous nous quitterez un peu plus informés, un peu plus inspirés. J'espère que votre travail sera maintenu et amélioré par cette rencontre. Et j'espère que les personnes que nous servons profiteront de ce moment ensemble. Merci.